Cette vidéo est le 4e épisode d'une série de 5 vidéos consacrées aux bases conceptuelles indispensables en doctorat. Pour une compréhension globale, je vous recommande vivement d'aller parcourir la série dans son intégralité pour approfondir progressivement chaque notion clé. Ici, ce qu'on va voir, c'est le cœur philosophique de la recherche, donc l'ontologie et l'épistémologie. Pour l'ontologie et l'épistémologie, je recommande vivement d'aller voir ces 2 vidéos qui, en plus d'être drôles, sont très bien expliquées, et j'en ai tiré certains exemples, mais je vais commencer par les distinguer brièvement avant de creuser chaque terme, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, et c'est surtout un niveau d'analyse auquel on n'est pas vraiment habitué. Donc ça paraît inhabituel, mais on va voir à quoi ça sert concrètement. L'ontologie, c'est essayer de découvrir qu'est-ce qui existe vraiment. J'ai dit que c'était inhabituel, donc ça étudie le concept de l'existence, de la réalité, qu'est-ce qui est réel. C'est l'ontologie qui amène à se demander, est-ce qu'il y a des vérités universelles, des choses qui sont vraies indépendamment des gens en fait, ou est-ce que la réalité est subjective et dépend des perceptions des gens. Voilà, est-ce que tout est un construit social par exemple? L'épistémologie, c'est l'étude de comment je sais que c'est réel. Donc comment je sais ces choses. On a l'idée qu'on peut comprendre et connaître le monde à travers des concepts et des instruments, mais comment distinguer la vraie connaissance d'une simple croyance? Et par exemple, on a un entretien de recherche. Est-ce qu'un entretien qui dit une information intéressante, mais une information qui n'est pas corroborée, est-ce que c'est une connaissance? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est un peu des deux? Il faut trancher cette question. Et si on prend la phrase de Descartes, je pense donc je suis, l'ontologie c'est je suis, l'épistémologie c'est je sais que je suis, car je pense. Donc pour creuser spécifiquement l'ontologie, ça sert à répondre à des questions qui sont avant tout de l'ordre de la philosophie des sciences. Ça pose 3 questions, pour faire schématique. Qu'est-ce qui existe? Quelle est la nature des objets qu'on étudie? Et sont-ils objectifs, stables et indépendants de l'observateur? Je vais montrer quelques questions qui se posent et quelques exemples en fait pour cerner un peu mieux le niveau d'analyse. Si on prend un exemple qui est vraiment banal, une chaise. Donc, qu'est-ce qu'une chaise? On pourrait dire, c'est simple, c'est un objet à 4 pieds sur lequel on peut s'asseoir. Mais si on rajoute un 5e pied, est-ce que c'est toujours une chaise? A priori, oui. Donc, certaines chaises sont aussi des œuvres d'art et on ne peut pas s'asseoir dessus, mais ça reste toujours une chaise. Donc, on dit une chaise, c'est un objet à 4 pieds sur lequel on peut s'asseoir, mais on a des chaises qui sont à 5 pieds et sur lesquelles on ne peut pas s'asseoir, mais ce sont quand même des chaises. Donc, fondamentalement, c'est quoi une chaise? Pareil pour la définition des choses du quotidien. Là, je vais prendre ce qu'on appelle le problème des catégorisations floues, qu'on appelle le paradoxe Sorite. En fait, l'idée, c'est qu'il est difficile, voire impossible, de fixer des seuils précis dans des situations de transition graduelle. Donc, par exemple, cet homme a des cheveux et cet homme est chauve. Mais lui, est-ce qu'il est chauve ou est-ce qu'il commence à devenir... Enfin, voilà, la démarcation n'est pas très claire. Ça, c'est un étang, ça, c'est un lac, mais quand est-ce qu'un étang devient un lac? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déterminer une goutte d'eau à partir de laquelle on peut dire, ça y est, un lac, c'est X gouttes d'eau? On ne peut pas vraiment. Et si on ne peut pas définir clairement où commence et où finit un étang, par exemple, est-ce que c'est pas purement arbitraire? Et si c'était purement objectif, on pourrait peut-être fixer un seuil précis. Donc en attendant, tout ce qu'on peut dire objectivement, c'est, voilà, on a des étendues d'eau, plus ou moins larges, ça existe. Et le fait d'appeler ça un étang ou un lac, c'est juste en fonction des gens. Et du coup, tout ça, là, la chaise, l'étang, le lac, ça sert à montrer que certaines choses n'existent pas en elles-mêmes. C'est-à-dire c'est des construits, ça dépend des perceptions. Et des fois, c'est purement arbitraire. Autre exemple, si on prend un pantalon, des sous-vêtements et un t-shirt, donc chaque élément a un nom, si on les met ensemble, cet ensemble a aussi un nom qu'on appelle une tenue. Mais il n'y a pas de mot pour qualifier, par exemple, un ensemble qui serait composé d'une fenêtre et d'une chaise. Voilà, on dit une fenêtre et une chaise. Mais si on rajoute à cette fenêtre et une chaise une paroi en verre, d'un coup on a quelque chose qu'on appelle une véranda. Et donc on donne des noms à des ensembles de choses et c'est purement arbitraire. Certains ensembles ont des noms, d'autres ensembles n'ont pas de nom. Voilà, une tenue, est-ce que ça existe ou est-ce que c'est juste le nom qu'on donne à un assemblage de choses qui existent? Et en fait, tout l'enjeu des débats ontologiques, c'est de se demander, mais c'est quoi les objets fondamentaux de ce qu'on étudie? Donc la question c'est, bon, à quoi ça sert de se demander tout ça, quoi? Et au quotidien, on s'en sert en fait très peu. Et d'ailleurs, ces distinctions qu'on vient de faire, elles paraissent assez déconnectées de la réalité, de ce qu'on fait, même si à un niveau plus profond, c'est toujours intéressant, mais ça peut même paraître bizarre de se demander pourquoi les gens seraient d'accord ou pas sur ce qui existe ou pas. Soit ça existe pas. Par exemple, ok, même si la tenue c'est un mot qui désigne juste un t-shirt et un pantalon, le pantalon existe, même si on a du mal à définir. Au pire, si on veut être radical, on dit que c'est un assemblage d'atomes qui prend la forme de 2 jambes reliées à leur partie supérieure. Et en sciences naturelles, on pourrait se dire, c'est un peu étrange de se poser la question parce que, voilà, à un moment, on voit qu'il y a des objets. Mais en sciences humaines, on n'étudie pas des atomes. En sciences humaines, on étudie des gens, on étudie des règles. Donc, c'est pas des lois de la physique, on étudie des cultures, par exemple. Et il y a des désaccords, et on va voir des exemples qui sont à la source de ces désaccords sur qu'est-ce qui existe ou pas. Donc, le débat le plus clair, c'est entre
une ontologie réaliste et une ontologie constructiviste. Dans le premier, on considère que la réalité existe indépendamment de nous, et dans le deuxième, on considère que la réalité n'existe pas indépendamment de nous, qu'elle est construite. Alors ça paraît absurde, mais je vais prendre un débat classique pour montrer que c'est assez proche en fait de ce qu'on pense d'habitude. L'exemple du quotidien qui me paraît le plus pertinent, c'est la beauté. La beauté, c'est un très bon exemple, parce que est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est une réalité indépendante de nous? Si c'est indépendant de nous, on peut mesurer par exemple les traits d'une personne, calculer les proportions, trouver des règles en fait, et dire objectivement, ça c'est beau. Et beaucoup de personnes ont cette vision, c'est-à-dire analysent la beauté selon une ontologie réaliste, où on pense qu'en trouvant certaines proportions, certains calculs, on peut savoir objectivement ce qui est beau. Ou est-ce que la beauté, c'est plutôt quelque chose qui est construit? Et là, par exemple, on va dire, c'est une question de code culturel. Par exemple, les rondeurs sont perçues différemment en fonction de l'époque et des cultures. Les coiffures changent, les modes vestimentaires changent. Et beaucoup de personnes partagent aussi cette vision d'une perception de la beauté construite par les individus. C'est une ontologie constructiviste. Et j'aime bien cet exemple parce que peu importe votre point de vue, vous avez sans doute l'impression que l'autre point de vue fonctionne pas vraiment, que c'est pas une bonne manière de savoir ce qu'est la beauté. Une autre analogie serait la photo. Une photo d'identité, c'est comme le réalisme, c'est-à-dire que c'est un standard imposé, voilà, fond neutre, expression neutre, cadrage fixe. Elle est même format pour tous. Et peu importe qui veut faire une photo, s'il veut faire une photo d'identité, il faudra respecter ces codes. Le selfie, c'est comme le constructivisme. On choisit l'angle, la lumière, le filtre, le moment, parfois même le message. C'est une construction de soi et un reflet de comment chaque personne veut être vue. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement l'ontologie, c'est pas juste un travail de définition en fait? Si on se demande ce qu'est une chose, est-ce qu'on n'est pas juste en train de trouver une définition, mais peut-être un peu plus précise? Non, parce que définir quelque chose, c'est pas pareil que définir la nature d'une chose. Donc là, je vais prendre plusieurs exemples, simplifiés de nouveau, mais si on prend l'intelligence, il y a une définition qui est claire, capacité à résoudre des problèmes, à s'adapter et à apprendre. Mais une réflexion ontologique, ça serait, est-ce que l'intelligence est une propriété biologique universelle, ou est-ce que c'est une construction culturelle? Est-ce que l'intelligence est quelque chose qui existe en soi, ou est-ce que ça dépend des outils qu'on utilise pour la détecter? Voilà, par exemple, de tests de QI. Le vivant, pareil. La définition, c'est ce qui naît, croît, se reproduit, réagit et meurt. Mais une réflexion ontologique, c'est de se dire, est-ce que le vivant, c'est quelque chose en soi? Voilà, est-ce qu'il y a une frontière claire entre vivant et non-vivant? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Donc, par exemple, un virus, certains biologistes ne peuvent pas définir si c'est quelque chose de vivant ou pas. L'intelligence artificielle, plus elle se développe, plus elle ressemble à des humains, mais c'est pas exactement vivant. Donc est-ce que la vie c'est une propriété physique, ou est-ce que c'est simplement une catégorie humaine de classement qui n'a pas de réalité en elle-même? Ça, c'est la différence entre une réflexion ontologique et un travail de définition. Et quand on pose la question ontologique, est-ce que ça existe? Ça ne veut pas forcément dire est-ce que je suis en train de rêver, etc. C'est simplement est-ce que cette chose existe indépendamment de la perception des gens? Donc le style et la beauté, ça existe pour tout le monde, mais ils n'existent pas indépendamment des gens. Sinon, tous les gens pourraient les mesurer de la même manière et en tirer les mêmes conclusions. C'est aussi dans ce sens que ça n'existe pas. Comprendre, ça n'existe pas en dehors des perceptions individuelles. Et du coup, la question, c'est, dans la réalité, qu'est-ce qui ne change pas en fonction des gens et qu'est-ce qui change? Voilà, quand on pense ontologie, c'est ça qui nous intéresse. L'épistémologie, maintenant, c'est la théorie de la connaissance. Donc, elle étudie comment nous produisons, justifions et validons le savoir. Là encore, ça peut paraître bizarre de se demander qu'est-ce qui compte comme du savoir ou comment on sait ce qu'on sait. Soit on ne sait pas. Mais si je vous dis, par exemple, est-ce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et la Terre tourne autour du soleil, vous allez me dire, oui, c'est le cas, mais enfin, je sais, etc. Comment vous savez? Vous allez me dire, on le voit. C'est ce qu'on appelle l'empirisme, en fait, on s'appuie sur nos sens. Mais justement, c'est pas si simple, parce que historiquement, des gens s'appuyaient sur leurs sens et on avait déduit que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre et pas l'inverse, parce que c'est ça qu'on voit. Puis on a fait des modèles pour montrer que nos sens se trompaient. Donc cette erreur montre que savoir, ça peut paraître évident, mais ça l'est pas forcément. Et c'est pour ça qu'en épistémologie, on cherche à s'assurer de tout ça. Et en fait, on a des questions qui sont assez classiques. Qu'est-ce qu'une preuve scientifique? Comment distinguer une croyance d'un savoir? Qu'est-ce qu'une bonne explication? Peut-on vraiment connaître le réel? Et quel biais affecte notre production de savoir? Et en fait, c'est lié à ce qu'on vient de voir sur l'ontologie. C'est-à-dire, est-ce que la réalité existe indépendamment de nous ou pas? Si la beauté existe indépendamment de nous, on peut la calculer mathématiquement et en dégager des règles générales, sinon ça n'a aucun sens. Et donc on en tire schématiquement deux épistémologies, deux manières de créer du savoir. Le positivisme, donc soit on considère que le savoir repose sur des faits observables, qu'on peut mesurer, reproduire, voir, en tirer des lois générales ou prédictives, c'est ça le positivisme, ou le constructivisme. Soit on considère que la réalité n'existe pas indépendamment des perceptions, et donc le savoir repose sur des faits interprétés, des croyances partagées,
lesquels sont construits par des contextes et des conventions sociales. Et donc là, si c'est construit, on va essayer d'en tirer une explication de la réalité qui rend compte des logiques d'acteurs ou des cadres sociaux, etc. C'est ça le constructivisme. Alors c'est très schématique, il y aurait des nuances à faire entre constructivisme et interprétativisme, je ne vais pas y revenir ici. Aussi, vous ne laissez pas perturber par une chose, l'ontologie peut être constructiviste, et l'épistémologie aussi peut être constructiviste. C'est pas une erreur ou une confusion, certains vont parler de constructivisme fort quand l'ontologie et l'épistémologie est constructiviste. Bon, là on est dans les grandes lignes, c'est pas très important. Mais du coup, voilà, positivisme, constructivisme, de grandes tendances, ça permet de mieux comprendre différentes manières de créer du savoir et pourquoi c'est pas toujours évident. Pour reprendre l'exemple de la Terre qui tourne autour du Soleil, on a une épistémologie positiviste. On peut faire un modèle mathématique, voilà, prédictif d'une réalité parce qu'elle existe indépendamment de nous. Le Soleil existe indépendamment de nous, mais la société pas vraiment. Et c'est pour ça qu'on tend à basculer dans le constructivisme, dans une autre manière de créer du savoir. Si quelqu'un nous a dit quelque chose en entretien de recherche, est-ce qu'on sait cette chose ? Alors, on ne peut pas la mesurer mathématiquement, par exemple, ça n'aurait pas de sens d'avoir une approche positiviste. Donc ici, le savoir, ça repose sur des faits interprétés. Voilà, il a dit quelque chose, j'interprète. Et donc, on veut avoir la certitude d'avoir bien interprété, parce qu'on peut se tromper. Et dans cette épistémologie constructiviste, on va considérer qu'on sait si on a triangulé les sources et qu'on n'a pas biaisé les réponses par certaines questions. Voilà. Là, le fait de trianguler les sources, ça renforce fortement la probabilité d'avoir bien interprété. Si on a lu quelque chose dans des archives, est-ce qu'on sait cette chose ? Bah oui, si ces archives sont fiables et que les personnes qui les ont constituées n'ont pas soigneusement sélectionné le contenu de ces archives. De nouveau, c'est ça qui va renforcer la conviction d'avoir bien interprété les faits qui sont devant nous. Bref, en fait, ça paraît logique quand on prend un contre-exemple. Si quelqu'un dit « j'ai analysé le comportement d'un atome à travers les conventions sociales qui l'entourent », ça n'a pas de sens en fait. Et si on dit « j'ai trouvé une loi physique qui permet de comprendre pourquoi les sociétés ont développé de plus en plus de loisirs », bah pareil, ça n'a pas vraiment de sens. Donc certaines choses existent indépendamment de nous, d'autres prennent sens à travers nous, et c'est pourquoi on a différentes manières de créer du savoir et de s'assurer qu'on a un savoir solide et fondé. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous êtes forcément intéressé pour en savoir plus. Le lien juste en dessous permettra de rejoindre la formation gratuite pour aller plus loin dans votre rédaction. Absolument aucun engagement. Vous verrez les détails et pourrez décider si ça correspond à ce qui vous intéresse. Et merci pour votre attention.